Salut, aujourd'hui je te propose de travailler sur un exercice de type DS sur l'intégration et de la trigonométrie qui porte sur ce qu'on appelle les intégrales de Wallis. Donc c'est un exercice très classique qui tombe très souvent en sup. Donc on définit la nème intégrale de Wallis comme l'intégrale qui va de 0 à pi sur 2 de cos puissance n de t dt. Donc il y a une dépendance en n dans l'intégrale qui est la puissance du cos. C'est pour ça que voilà, il y a un n ici, c'est le n qui est là. Donc on montre dans la première question que c'est également l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sin puissance n de t dt. Ensuite, la suite du problème, ça consiste à étudier la monotonie de la suite Wn, donc est-ce qu'elle est croissante, décroissante. On montre une relation de récurrence sur le Wn. En fait, on exprime Wn plus 2 en fonction de Wn. On montre que le produit n plus 1 fois Wn plus 1 fois Wn ne dépend pas de n et on trouve sa valeur. On en déduit que la suite nwn carré converge et on pourra en déduire la limite de la suite wn. Et enfin, en utilisant la question 3, donc la relation de récurrence, on essaie de trouver une relation de w2n en fonction de n, une expression directe de w2n en fonction de n et qui s'exprime avec des factoriels. Voilà, donc je vais faire maintenant des rappels de cours, ensuite je vais corriger le problème, donc tu peux mettre sur pause cette vidéo pour essayer de trouver et chercher le problème par toi-même et regarder la correction ou les rappels de cours une fois que c'est fini. Sinon tu peux regarder les rappels de cours et chercher le problème ensuite, mais je t'invite vraiment à chercher le problème parce que sinon tu n'arriveras pas à progresser si tu t'investis pas intellectuellement dans le problème. C'est parti pour les définitions. Donc déjà, comment est-ce qu'on peut définir l'intégrale? Ça a un sens que si l'intégrante, c'est-à-dire la fonction qu'on va intégrer, est continue sur l'intervalle sur lequel on l'intègre. Donc en l'occurrence, si i c'est un intervalle réel et que f c'est une fonction qui va de i dans r, eh bien l'intégrale de i f de t dt a un sens. Ensuite, il y a une propriété qui est très importante, c'est la positivité de l'intégrale. Donc si je prends f et g, un couple de fonctions qui sont continues sur i à un intervalle réel, et que si pour tout t dans i, j'ai f de t plus grand que g de t, alors les intégrales sur i conservent la même relation. C'est une espèce de croissance de l'intégrale. En particulier, si g de t égale à 0 pour tout t dans i, eh bien en fait ça veut dire que si f de t est supérieur ou égal à 0, alors l'intégrale de f sur i est supérieure ou égale à 0. L'intégration par partie. Maintenant je vais considérer, donc en fait, pour garder un petit peu de généralité, il y a deux manières de calculer une intégrale si on est bloqué, soit une intégration par partie, soit un changement de variable. Donc le changement de variable, on le fait quand il y a un truc, quand on pourrait évidemment changer de variable et qu'on reconnaîtrait une intégrale connue. L'intégration par partie, ça peut nous donner des relations de récurrence, par exemple. Donc pour l'intégration par partie, je considère u et v deux fonctions qui sont c1 de i dans r, c'est-à-dire qu'elles sont dérivables et en plus leur dérivée est continue sur i, où i c'est un intervalle réel. Alors u'v, l'intégrale de u'v, ça fait le crochet uv moins uv'. Donc voilà, ça c'est à savoir et ça provient du fait que la dérivée de uv, du produit uv, c'est u'v plus uv'. Et donc en intégrant cette relation, on obtient la formule d'intégration par partie. Maintenant le changement de variable. Donc je considère i et j deux intervalles réels et f une fonction qui est continue sur i. Je considère phi une fonction qui va de j dans i et qui a une dérivée qui est continue. Et je prends ab dans i. Et bien l'intégrale de a à b de f de t, c'est l'intégrale qui va de phi de a à phi de b. Donc faut faire attention. F évalué en phi de t multiplié par phi prime de t dt. Donc qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Il ne faut pas oublier de changer les bornes ici, phi de a, phi de b. D'ailleurs, phi de b et phi de a c'est dans i, et a et b sont dans i, donc ça a du sens. Il ne faut pas non plus oublier de multiplier par la dérivée, phi prime de t. Okay, c'est pour ça d'ailleurs que la dérivée doit être continue, pour que le produit reste continu et pour qu'on puisse l'intégrer. Donc ensuite je fais une petite remarque, disons physique, c'est qu'avec des notations qu'on emprunte aux physiciens, si on écrit la dérivée phi prime de t comme dφ sur dt, et que disons on supprime les dt, même si bon,
c'est pas vraiment très rigoureux. Et on se rend compte que ce qu'on a écrit, c'est que l'intégrale de f de t dt, ça devient l'intégrale de f de phi de t d phi. Donc en fait, c'est f de phi d phi, quoi. Et donc en fait, on a vraiment fait un changement de variable au sens propre. C'est-à-dire que si je pose grand T égale phi de t, bah, j'ai bien fait un changement de variable, j'ai bien f de t dt, avec des grands T, bien sûr. Ok, donc voilà, pour les intégrales, on s'arrête là sur les rappels. Maintenant, je fais des rappels sur la trigonométrie, j'ai envie de dire, usuelle. Donc, si je considère donc une relation qui est utile, c'est que sin pour tout x réel, sin de pi sur 2 moins x égale à cos x. Donc comment est-ce qu'on la retrouve cette égalité, pardon. C'est que si je fais un petit, donc là j'ai fait l'espèce de patate, là c'est censé être un cercle trigonométrique. Donc c'est comment je fais pour la retrouver. Et ben je vais dessiner un petit angle qui est x. Je vais mesurer cos x. Cos x, c'est donc la projection sur cet axe-là, de cette longueur. Donc c'est cos x, et je vais tracer l'angle qui vaut pi sur 2 moins x. Donc c'est cet angle qui est là. Et on voit en fait dans l'idée que je vais retrouver sin de pi sur 2 moins x ici. Et donc je vais avoir cette égalité comme ça. C'est un moyen de s'en rappeler, de la retrouver, disons, par une figure. Okay. Et enfin, on a une dernière relation qui est le théorème de Pythagore, c'est que cos carré plus sin carré égale 1 pour tout x. Comment est-ce qu'on peut le prouver? Je vois deux manières de le faire. Soit on utilise les formules de Moivre. C'est cos x égale exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Sin x, c'est la même chose, mais avec un moins ici et sur 2i. Et sinon, on fait le rapport adjacent sur hypoténuse, opposé sur hypoténuse, et on utilise Pythagore en se rappelant que l'adjacent au carré plus opposé au carré, ça fait l'hypoténuse au carré. Et là, si on les met au carré et on en fait la somme, ça va faire 1. Ça va faire hypoténuse au carré sur hypoténuse au carré, ça va faire 1. On va pouvoir passer à la correction du problème, et donc de la première question qui consiste à transformer dans l'intégrale le cos puissance n en sin puissance n. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va partir de l'identité connue, c'est que pour tout x dans R, cos de pi sur 2 moins x égale sin x. Et comment est-ce que j'aimerais utiliser cette égalité? C'est en faisant un changement de variable. Quel changement de variable on va poser? On va poser phi de x égale pi sur 2 moins x. Bon, maintenant, comme dans l'intégrale, on l'a exprimé en fonction de t, et je vais poser plutôt phi de t qui à t va associer pi sur 2 moins t. Donc ce changement de variable, il est clairement C1 par somme de fonctions C1, ça c'est un polynôme, hein, donc c'est clairement C1. C'est un polynôme en t, donc c'est clairement C1. Okay. Je vais de suite préciser la dérivée. Donc pour tout t dans 0 pi sur 2, la dérivée c'est moins 1. Bon ça c'est immédiat. Hein. Pourquoi je précise de suite la dérivée? C'est parce que j'ai peur de l'oublier, donc il faut le faire de suite. Ok, donc on précise la dérivée. Ensuite, on va appliquer le changement de variable, on réalise l'IPP. Qui n'est pas du tout une IPP, le changement de variable, pardon. Donc là, ici, la borne d'intégration, c'était 0, donc maintenant, ça va devenir phi de 0, donc c'est-à-dire pi sur 2 moins 0. Et là, c'était pi sur 2, donc c'est pi sur 2 moins pi sur 2, ici. Ici, j'ai phi de t qui apparaît. Et là, j'ai bien phi prime de t, moins 1 qui apparaît. Le moins 1, je le dégage en dehors de la somme. Je simplifie les bornes. J'ai bien 0 en haut, pi sur 2 en bas. J'ai bien le sinus puissance n de t dt. Par contre, mes bornes sont à l'envers, c'est pour ça que j'ai un moins. Donc si je permute les bornes, il y a un moins qui va sortir devant. Et donc s'il y a deux moins, ça va faire un plus. Et donc on aura prouvé ce qu'il fallait prouver. Donc oui, bien sûr, là ici, j'ai utilisé le fait que cos de pi sur 2 moins t, ça valait sin de t. Okay, c'est le point clé. Et donc ce que je disais, c'est que les bornes sont à l'envers, donc en les permutant, ça fait sortir un moins devant, et on a bien le résultat voulu, c'est-à-dire Wn, c'est bien sin puissance n de t dt intégré entre 0 et pi sur 2. Ok, donc on peut passer à la question suivante, donc c'est la monotonie de la suite Wn. Donc comment est-ce qu'elle va se traiter? Si on fait un petit dessin, on voit que pour x compris entre 0 et pi sur 2, on a l'égalité suivante, c'est que cos de x est compris entre 0 et 1. Bon, maintenant j'aimerais essayer de reconstruire Wn plus 1 et Wn, donc je vais multiplier cette égalité par
par cos puissance n de x, qui est plus grand que 0, donc ça va pas changer le signe des inégalités, et je vais obtenir, en conservant la partie de droite ici, que cos puissance n plus 1 de t est inférieur ou égal à cos puissance n de t, pour t compris entre 0 et pi sur 2. Maintenant, pour conclure, c'est simple, il me suffit d'intégrer cette relation entre 0 et pi sur 2. Donc j'ai bien wn plus 1 inférieur ou égal à wn, ce qui montre que la suite wn est décroissante, et donc on a traité la question. Passons à la question 3, donc qui consiste à exprimer la relation de récurrence entre wn plus 2 et wn. Donc c'est vraiment la question centrale du problème. Une bonne manière de démarrer, c'est d'écrire la définition de wn plus 2. Et wn plus 2, c'est cos puissance l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos puissance n plus 2 de t dt. Et ce produit à l'intérieur, on va le couper en cos puissance n plus 1 et en cos de t dt. Bon, ça c'est une astuce à connaître en fait, parce qu'en fait l'idée ça va être d'utiliser une intégration par partie. On a vu que l'intégration par partie ça permettait très souvent d'obtenir des relations de récurrence, donc il faut un petit peu forcer le truc, et vu qu'on a une puissance qui est supérieure ou égale à 0, et on va essayer de couper l'intégrale en deux morceaux. L'intégrande en deux morceaux, comme suit. Donc ça c'est la bonne manière de faire. Donc ensuite on va poser U et V. Donc V ça va être en fait la primitive de cos, donc ça va être sin. U ça va être l'autre morceau, d'accord, cos puissance n plus 1 de t. Pour en fait, quand on va dériver U, va y avoir du n plus 1 qui va sortir, et donc on va peut-être essayer de gratter une relation de récurrence qui va faire apparaître les n. Okay, donc c'est l'idée qu'il y a derrière. Okay, donc je passe ces deux fonctions-là. Ces deux fonctions, elles sont bien sûr C1. V c'est une fonction qu'on connaît, la fonction sinus elle est C1. Par contre U, si on nous demande pourquoi elle est C1, c'est parce qu'elle c'est un produit, disons, n plus 1 de fonctions cos qui sont C1, donc elle est aussi C1. Okay, bon. Maintenant, on va religieusement appliquer la formule d'intégration par partie, en précisant qu'elle est licite, puisque les fonctions sont C1. Donc, je fais attention, je fais bien UV' égale UV moins U'V. Donc là, j'ai bien U, attention pour E', quand je dérive, du coup, c'était cos puissance n plus 1, je vais avoir le n plus 1 qui va sortir devant. Je vais avoir la dérivée de cos, donc ça va être moins sin, c'est pour ça que j'ai le moins ici et le sin qui apparaît là. Et j'ai cos puissance n plus 1 moins 1, en fait je vais baisser de 1 l'exposant ici, donc c'est pour ça que j'ai le cos puissance n de t ici, qui apparaît. Donc voilà, d'une part j'ai bien U, et de l'autre côté j'ai bien V', V et V. Ok, donc là j'ai bien le signe qui apparaît ici. Déjà on remarque que le crochet il est nul, parce qu'en pi sur 2 c'est le cos qui va valoir 0, et en 0 ça va être le signe qui va valoir 0. Ok, et d'autre part, maintenant il va falloir simplifier l'intégrale ici en espérant trouver un multiple de Wn, d'une intégrale de Wallis. Wn ou Wn plus 1, enfin bon, on s'entend quoi. Il faut trouver une relation de récurrence, donc on va devoir trouver une intégrale de Wallis ici. Okay, déjà le n plus 1 on va le sortir, le moins on va le jeter. Et je vais obtenir la relation suivante. Pourquoi j'ai Wn plus 2? En fait ça c'était Wn plus 2 depuis tout à l'heure, c'est Wn plus 2. Okay, donc là j'ai bien n plus 1 qui sort ici, et j'ai l'intégrale ici, j'ai un signe carré qui apparaît. Bon, sin c'est chiant, moi les intégrales de Wallis elles sont exprimées qu'en fonction de cos, ou qu'en fonction de sin, mais il n'y a pas, disons, des termes croisés, d'accord? Donc l'idée ça va être de transformer un sin en une puissance de cos. Bon, comment est-ce qu'on va faire ça? Là c'est un signe carré, bon c'est très simple, j'ai l'identité trigonométrique que sin carré c'est 1 moins cos carré. Donc je vais la remplacer dans l'intégrande, et donc je vais avoir Wn plus 1 égale n plus 1, l'intégrale de cos puissance n, facteur de 1 moins cos carré de t dt. Et là il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Plus personne dit cette expression, mais bon, c'est compris. Il faut faire attention à essayer de reconnaître Wn. Enfin là on va avoir un terme en cos puissance n, et là un terme en cos puissance n plus 2.
Donc je vais avoir un wn et un wn plus 2 qui va apparaître. Ok. Donc j'ai en fait, c'est un peu, comment dire, c'est un peu bizarre, mais j'ai du wn qui réapparaît à droite et c'est un peu, disons un peu contre-intuitif parce que j'essaie d'exprimer wn plus 2, j'ai du wn plus 1 qui réapparaît dans l'intégrale, c'est bizarre. Enfin c'est bizarre, disons, pour une première fois c'est bizarre, quoi. Bon, mais on sait faire, hein. Une pomme égale à 3 pommes, je fais passer tout d'un côté, j'arrive à résoudre facilement le problème, ok. Donc maintenant je vais rapatrier, donc oui, je vais réécrire la relation, c'est ce que je disais, donc j'ai du wn plus 2 à gauche et du wn plus 2 à droite. C'est peut-être bizarre, mais c'est comme ça. Et je vais rapatrier mes wn plus 2 à gauche. Donc j'en ai effectivement n plus 1 plus 1, celui qui est là, hein, parce que si cela, le moins, si je le passe à gauche, je vais avoir n plus 1, wn plus 2, plus celui qui est là, donc je vais en avoir n plus 2. Et donc je pourrais obtenir, en divisant par n plus 2 qui est différent de 0, on ne divise jamais par 0, donc c'est pour ça qu'on précise que n plus 2 est différent de 0, et j'aurai la relation voulue, c'est-à-dire que wn plus 1 c'est le quotient n plus 1 wn sur n plus 2. Question 4 maintenant, donc je reprends le résultat de la question précédente. On a montré pour tout n dans grand n plus 2 wn plus 2 égale n plus 1 wn, en faisant passer le n plus 2 du dénominateur à gauche, okay, en multipliant par n plus 2. Ok, donc j'ai cette relation, et je remarque que si je multiplie par wn plus 1, je vais avoir n plus 2 wn plus 1 n plus 2 wn plus 2, wn plus 1 égale n plus 1 wn plus 1 wn. Ok, bon là, comment le dire simplement? Mais en gros, ici j'ai n plus 2, n plus 2, n plus 1. Donc là, j'ai un terme, disons grand n, et là, grand n moins 1. Là, de la même manière, je vais avoir grand n moins 1, grand n moins 1, grand n moins 2. Ok, donc c'est quelque chose de remarquable quand même. C'est peut-être mal exprimé, mais je vais le formaliser d'une autre manière. C'est que si je pose la suite définie par un égale n plus 1 wn plus 1 wn pour tout n, et le résultat qu'on obtient est plus percutant. On a montré en fait que un plus 1 c'était égal à un. D'accord, c'est ce que j'essayais de dire maladroitement. Donc on a ce résultat là. Et ça c'est très intéressant, parce que ça veut dire que la suite elle est constante. En effet, par récurrence immédiate, je peux descendre autant de fois que je veux. un c'est égal à un moins 1, c'est égal à etc, c'est égal à u0. Et u0, je vais pouvoir le calculer. Parce que d'une part, le n plus 1, je pouvais le calculer, mais ok. Mais les w0, w1, je vais pouvoir les calculer par un calcul d'intégrale, sachant que les petites puissances de cos, je sais les intégrer sans que ce soit trop compliqué. Okay, donc W0, c'est l'intégrale de cos puissance 0, ça fait l'intégrale de la fonction identiquement égale à 1. Ça fait pi sur 2, ça fait pi sur 2 moins 0, c'est pas très compliqué. Et W1, ça va être l'intégrale de cos qui vaut 1 entre 0 et pi sur 2. Ok. Et donc maintenant, en remplaçant dans le produit, j'ai montré en remplaçant ici, là, W1, W0, pi sur 2 fois 1, ça montre que pour tout n, n plus 1, Wn plus 1, Wn vaut pi sur 2, et donc on a conclu la question. On passe maintenant à la question 5, donc qui est peut-être un petit peu particulière. Donc je vais prendre n dans grand N étoile. J'insiste, pourquoi grand N étoile? Tout était défini sur grand N avant, mais maintenant pourquoi dans grand N étoile? Pourquoi est-ce que j'ai le droit de prendre n dans grand N étoile? Parce que vu que je vais étudier une limite pour n qui tend vers plus infini, je peux prendre n aussi grand que je veux, d'accord? Et là ça va m'aider parce que j'aimerais bien considérer Wn-1. Donc il faut que n-1 reste supérieur ou égal à 0, donc c'est pour ça que je prends n dans grand N étoile. Ok, donc c'est ce que je dis là, c'est j'ai le droit de le faire. Ok. Par la question 2, Wn est décroissante. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on a l'idée d'utiliser cette question? C'est que pour trouver des limites, on a un outil fondamental qui est le théorème des gendarmes, également appelé le théorème du sandwich.
pour des raisons évidentes, mais il ne faut pas l'appeler comme ça, hein, soyons un petit peu sérieux, c'est plus classe gendarme que sandwich. Donc c'est vraiment l'outil phare. En fait on va coincer WN entre ces deux termes consécutifs pour pouvoir utiliser ce fameux théorème des gendarmes. Donc c'est pour ça on va utiliser la décroissance de WN. Et je vais du coup encadrer WN entre WN-1 et WN plus 1. C'est ce que je disais. Et maintenant, je vais reconstruire au milieu NWN carré, d'accord, en multipliant par NWN, qui est supérieur ou égal à 0, donc ça ne change pas le signe des inégalités. À gauche, je reconnais la constante, en fait, pi sur 2, par la question 4, parce que c'est des... vous pouvez vérifier, hein, j'ai bien des termes consécutifs de telle sorte que ça vaille pi sur 2. Okay. Et de l'autre côté, j'aimerais bien montrer que c'est pi sur 2, ou alors ça tend vers pi sur 2. Ce serait bien, parce que du coup, si je monte ça, je sais que ça converge et que la limite c'est pi sur 2. Okay. Donc l'objectif, ça va être de montrer que ça tend vers pi sur 2. Comment est-ce qu'on va faire? On va dire que si ça avait la même limite que n plus 1 fois Wn plus 1 fois Wn, qui vaut pi sur 2 par la question 4, c'est gagné en fait, je peux conclure. Donc je vais montrer que le rapport tend vers 1. Donc c'est ce que je dis, n Wn plus 1 Wn sur n plus 1 Wn plus 1 Wn, les Wn ils dégagent, ça fait n sur n plus 1, et ça tend bien sûr vers 1, c'est immédiat. Okay. Donc ça veut dire qu'en fait ça et ça a la même limite, mais ça c'est pi sur 2 par la question 4. Donc ça veut dire que ce terme là il tend vers pi sur 2. Ok, donc je réécris ce que j'ai montré. J'ai montré ça. Le membre de gauche il vaut pi sur 2. Le membre de droite il tend vers pi sur 2, donc par théorème des gendarmes, il s'ensuit que NWN carré converge. On a même la limite de la suite NWN qui vaut pi sur 2. Ensuite, ce que j'ai écrit dans l'énoncé était un peu maladroit, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que racine de pi sur 2n et Wn ont la même limite, et à partir de ça, on peut montrer en fait que Wn sur racine de 2n sur pi, sa limite c'est 1. En fait, plus tard dans l'année, on verra qu'on peut dire que Wn est équivalent à ce qui se trouve à son dénominateur. Ce sera la définition d'être équivalent en termes de limite. On peut passer à la question conclusive du problème, donc exprimer W2n en fonction de n et de factoriel. Alors comment est-ce qu'on va faire? En fait, on va utiliser la relation de récurrence et on va descendre au fur et à mesure dans l'ordre des intégrales de Wallis pour tomber sur W0 qu'on sait calculer, on sait que ça vaut pi sur 2. Et on va essayer de faire apparaître des factoriels. Donc je vais formaliser ce que je suis en train de raconter. Donc par récurrence immédiate du résultat de la question 3, j'ai W2n, ça vaut 2n-1 sur 2n, W2n-2. Maintenant W2n-2, je vais lui appliquer le même résultat, c'est-à-dire la relation de récurrence. Je vais avoir 2n-3 qui apparaît, 2n-2, W2n-4, et ainsi de suite. Et je dois m'arrêter jusqu'en W0. Donc je continue. Mais la question c'est de savoir qu'est-ce qui va se trouver ici. Ici, si je force à avoir un W0 ici, je vais le faire à l'envers. Ici, je vois que j'ai des termes consécutifs, je vais avoir 2n-2, 2n-3, 2n-4. Donc si ici j'ai 0, ça veut dire qu'ici j'ai 1, et ici j'ai 2. Parce que pour passer de là à là, je dois faire plus 1, de là à là, je dois faire plus 1. Okay. Donc vu que je vais avoir le 0 ici je vais avoir 1 et 2. Okay. Donc, j'ai mon W2n. En bas, c'est pas mal. Si je factorise c'est ce que je dis, en fait, si je factorise par 2 en bas, à chaque fois, dans chaque terme, je vais faire apparaître 2n, 2 fois n-1, 2 fois n-2, 2 fois n-3, etc. Bon, vu que je multiplie tout le monde, je vais avoir du 2 puissance n qui va apparaître. 2 puissance n fois n, fois n-1, fois etc., fois 1. Donc en fait, je vais faire apparaître n factoriel en bas. Par contre, en haut, j'y suis presque. Pour faire apparaître n factoriel, il me manque les termes pairs.
Okay, donc pour faire apparaître les factoriels, je vais multiplier par 2n, 2n-2, 2n-4, etc. 2. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas dit, hein, mais le W0, j'ai transformé en pi sur 2 parce que j'avais calculé sa valeur. Ok, donc on multiplie par 2n, 2n-2, 2n-4, tous les termes pairs en fait. Et je vais avoir le résultat suivant. Je vais avoir en haut, je l'ai artificiellement fait apparaître, je vais avoir 2n factoriel, 2n le tout factoriel, hein, pas 2n factoriel. Et en bas, je vais avoir 2 puissance n factoriel, et ensuite je vais faire réapparaître les mêmes trucs que j'avais fait apparaître tout à l'heure. Donc ça va faire 2 puissance n factoriel. Et donc j'ai montré que W2n, ça valait 2n factoriel sur 2 puissance n factoriel, le tout au carré, fois pi sur 2. Et donc maintenant en distribuant le carré, j'ai montré que donc pour tout n, W2n, ça valait 2n factoriel sur 4 puissance n factoriel au carré, fois pi sur 2. Et donc on a bien montré l'expression voulue, on a bien l'intégrale de Wallis d'ordre 2n en fonction de n, de factoriel et de la constante pi. Donc c'est parfait, on a conclu le problème. Mais au fait, à quoi ça sert les intégrales de Wallis? Eh bien, je te propose en ouverture de parler de 3 applications éventuelles des intégrales de Wallis. Donc premièrement, on peut, grâce aux intégrales de Wallis, calculer la valeur de l'intégrale de Gauss, qui est l'intégrale de 0 à plus infini d'exponentielle moins t au carré, dt, donc qui vaut en fait racine de pi sur 2, et ça va être utilisé notamment en probabilité, bien sûr en analyse, hein, dès qu'on aura besoin de calculer cette intégrale, ça va être très sympa, vu qu'on a sa valeur, mais aussi en probabilité continue, puisque on peut définir une loi de probabilité en la normalisant, en divisant donc par racine de pi, et ça s'appelle la loi normale en fait, hein. Donc c'est une loi qui est très utilisée et qui mime beaucoup de phénomènes de la nature, donc elle est très appréciée. Il y a aussi le problème de Bâle, donc qui consiste à montrer que la somme de n qui va de 1 jusqu'à plus infini des 1 sur n carré vaut pi carré sur 6. Il y a un calcul, d'ailleurs, bon, je vais y aller doucement, mais en fait, la somme des 1 sur n puissance x, et bien en fait, ça permet de définir une fonction qui s'appelle la fonction zeta de Riemann, et qui est très utilisée en mathématiques et qui fait l'objet de beaucoup de recherches parce qu'elle est également liée à la notion de nombre premier, donc elle intéresse grandement les mathématiciens. Tu as sûrement dû entendre de l'hypothèse de Riemann, il y a beaucoup de choses qui peuvent être qui peuvent être faites sur la fonction de zeta de Riemann, et encore d'autres choses à découvrir. Mais en l'occurrence, d'ailleurs, on peut généraliser cette formule, la somme des 1 sur n puissance 2p, en fait, elle peut se calculer, elle peut se généraliser. Et enfin, il y a une dernière application intéressante, c'est la formule de Stirling, qui en fait donne asymptotiquement le comportement de n factoriel au voisinage de plus infini. Donc moi je l'ai écrit avec les outils que vous avez à votre disposition à ce stade-là de l'année, c'est-à-dire que on sait écrire les limites dans cette forme-là, mais en fait ça se formalise autrement. On dit que n factoriel est équivalent à donc racine de 2pi sur n, n puissance n exponentielle moins n. Donc ça veut dire que n factoriel au voisinage de plus infini se comporte exactement comme l'inverse de cette chose-là, de racine de 2pi n n sur e, le tout à la puissance n, ça se comporte exactement comme ça pour au voisinage de plus infini. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu, que tu auras appris pas mal de choses et que tu es prêt pour ton DS. Je t'invite à t'abonner, à lâcher un like, à me poser des questions dans les commentaires si t'en as, je te répondrai avec plaisir. N'hésite pas à mettre la cloche non plus. Tout le soutien que tu peux démontrer à cette chaîne, ça me motive pour donner encore plus de contenu dont tu pourras bénéficier. Donc je t'invite à le faire, chacun est gagnant. Abonne-toi mon ami, et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques ou physiques. Salut!